Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz souhaite supprimer le Sénat. Selon le chef de l'État, cette institution alourdirait le processus d'adoption des lois. Également dans l'actualité, en Libye, les autorités ont paralysé le trafic commercial à Ras Jedir, le poste frontalier entre la Tunisie et la Libye. Seuls les civils regagnant leur pays sont autorisés à passer. Et puis le Burundi, affecté par la disparition de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza. Cet ancien chef de l'État avait dirigé le pays pendant 10 ans et avait fortement contribué à sa modernisation. Mais avant de développer ces titres, la visite d'État du président camerounais Paul Biya au Nigeria a pris fin mercredi 4 mai. Au terme de cette rencontre, les deux pays ont annoncé la signature d'accords bilatéraux dans plusieurs domaines, notamment dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Notons que cette rencontre intervient moins de 10 jours avant le sommet des États du bassin du lac Tchad, où la question sécuritaire sera traitée. Supprimer le Sénat et le remplacer par des conseils régionaux, c'est ce que souhaite le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Le Sénat alourdirait le processus d'adoption des lois selon le chef de l'État. Ce dernier désire soumettre ce projet de réforme constitutionnelle aux populations par voie référendaire. Oumou Kalsoumba. Le président mauritanien souhaite la suppression du Sénat. Il l'a fait savoir mardi 3 mai 2016 lors d'un meeting à Néma, au sud-est du pays. Mohamed Ould Abdelaziz estime que l'institution retarde l'adoption des lois. En lieu et place du Sénat, il a proposé la mise en place de conseils régionaux. C'est une façon aussi de dire que l'État mauritanien est capable d'assurer la sécurité des institutions démocratiques pour que les Mauritaniens puissent faire de la politique qui est une réponse la plus adéquate aux terroristes. Le Sénat tel qu'il a été copié-collé de la Ve République ne correspond pas forcément aux réalités sociologiques de nos peuples africains. Je vois plutôt un conseil régional qui s'occupe des questions de développement d'une façon précise. Donc, je pense que toute la classe politique y adhère. Pour remplacer le Sénat, le chef de l'État a proposé la mise en place de conseils régionaux qui vont mettre en œuvre un développement endogène. Des conseillers seront élus pour représenter leurs localités respectives. Il a invité la classe politique à se joindre au gouvernement pour réfléchir ensemble sur cette réforme constitutionnelle à venir. Une bonne partie de l'opposition avait participé sur ces dernières années, notamment le président Messoud Boutrer d'APP, et ce dialogue qui a été amorcé à l'époque en 2011 a apporté énormément de choses, notamment assainir le climat de la transparence en matière électorale, annoncer l'esclavage, crime contre l'humanité. Maintenant, il faut voir le niveau, l'esprit de l'opposition. Est-ce que l'opposition est en mesure de répondre et d'apporter la réplique et participer à ce tournant de la vie politique de la Mauritanie? Le Sénat mauritanien est constitué en majorité par le parti au pouvoir, l'Union pour la République, UPR. Mohamed Ould Abdelaziz va soumettre son projet de réforme par voie référendaire. En attendant la définition du calendrier, le président mauritanien invite l'opposition à la réflexion. Également dans l'actualité en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi s'est officiellement déclaré mercredi 4 mai candidat à la présidentielle prévue avant la fin de l'année 2016. Cette annonce intervient en même temps que celle du gouvernement déclarant avoir ouvert une enquête judiciaire à son encontre pour recrutement de mercenaires américains. Depuis le 29 avril, les autorités libyennes ont pris la décision de paralyser le trafic commercial à Ras Jedir, le principal poste frontalier entre la Tunisie et la Libye. L'échange de marchandises est empêché. Seuls les civils souhaitant regagner leur pays et les ambulances sont autorisés à passer. Plus de précisions avec Alissar El Messiri. Cela fait maintenant plusieurs jours que le trafic commercial est paralysé au poste frontalier de Ras Jedir, principal point de passage entre l'ouest de la Libye et le sud-est de la Tunisie. Depuis jeudi 28 avril 2016, chaque véhicule assiste à une fouille méticuleuse des autorités libyennes, provoquant un ralentissement important. Seuls les véhicules d'urgence et les habitants souhaitant rentrer dans leur pays sont autorisés à passer. C'est une décision libyenne de protestation contre l'immense trafic
qui se fait dans la région au détriment de la Libye, générant des milliards de dollars liés à des filières, notamment pour alimenter la Libye de produits et puis de produits libyens rentrant en Tunisie. Les autorités libyennes ont pris l'initiative de ne laisser passer aucune marchandise en provenance de la Tunisie afin de lutter contre la contrebande florissante dans la région, mais aussi en réaction au mauvais traitement que certains voyageurs libyens auraient subi en Tunisie. Même il y a une certaine impuissance de la police tunisienne pour pouvoir contrôler ce trafic. La Tunisie est devenue une base arrière pour les diplomates, pour toutes les institutions suivant la Libye. Ils se sont délocalisés en Tunisie puisque les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Les Libyens installés en Tunisie varient entre 400 000 et 1 million. Des négociations entre la Tunisie et la Libye sont en cours afin de régulariser les échanges commerciaux entre les deux pays frontaliers. La Tunisie avait en mars 2016 fermé ses frontières suite aux menaces terroristes et annoncé la construction d'un système d'obstacles à la frontière libyenne sur 200 km. Ces dispositifs ont pour but de lutter contre la contrebande de marchandises et d'armes. La Tunisie a installé des collines et tranchées de sable remplies d'eau sur la moitié de la frontière et devrait mettre en place des dispositifs électroniques avec l'aide de l'Allemagne et des États-Unis. La Tunisie encourage le gouvernement d'union nationale libyen, soutenu par la communauté internationale, à tout mettre en œuvre pour améliorer la sécurité dans la région. Dans le reste de l'actualité, en Gambie, l'audience sur la demande de libération conditionnelle des 20 membres de l'opposition doit reprendre ce jeudi 5 mai. Ils avaient été arrêtés le 14 avril lors d'une manifestation non autorisée à la suite de l'annonce du décès de l'opposant Solo Sandeng lors de sa détention. Le Burundi, touché par la nouvelle nécrologique concernant l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, décédé mercredi 4 mai. Ses 10 ans de présidence étaient considérés comme l'une des rares périodes d'accalmie du pays. Le gouvernement a décidé d'instaurer un deuil national de 3 jours en son honneur. Corinne Camden. L'ex-président burundais Jean-Baptiste Bagaza est décédé en Belgique ce 4 mai 2016. C'est à l'hôpital de Sainte-Élisabeth-Bruxelles à Bruxelles que l'ancien chef d'État a rendu son dernier souffle à l'âge de 69 ans. Chef d'état-major adjoint de l'armée, il arrive à l'âge de 30 ans au pouvoir en 1976, suite à un coup d'État, et sera à son tour renversé en 1987 par un coup d'État mené par Pierre Buyoya. Le peuple burundais retiendra de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza une volonté manifeste de hisser son pays au rang des autres puissances du continent africain. Le décès de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza est une nouvelle assez triste, parce que dans la mémoire du Burundi, Bagaza aura été d'abord un président bâtisseur, un président à qui on doit la plupart des infrastructures économiques que connaît le pays. Une vision économique avant-gardiste, couplée d'une volonté de modernisation qui aura par ailleurs porté le taux de scolarisation primaire de 19 à 85% entre 1976 et 1986. Cependant, son bilan politique reste mitigé, car malgré de nombreuses avancées sur le plan économique, certains observateurs reprochent à celui qui avait également été élu sénateur à vie d'avoir instauré au fil de ces 10 années au pouvoir un régime autoritaire et d'avoir occulté la problématique du conflit ethnique. On peut regretter, évidemment, que le chantier politique n'ait pas été, je dirais, aussi florissant que la dimension économique du personnage. L'approche de Jean-Baptiste Bagaza sur la question ethnique était de dire « nous sommes tous des Burundais ». Bagaza pensait qu'il pouvait résoudre la question du Burundi par la construction économique et aussi par un discours de rassemblement. Malheureusement, il n'y a pas eu de démarche de débat national et je dirais d'affrontement du réel et de sortie du déni, le déni du problème. Plus de 20 ans après sa chute et au regard des années de guerre civile que le Burundi a traversées, le régime du président Jean-Baptiste Bagaza reste pour de nombreux Burundais synonyme d'une période de progrès et de prospérité relative. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.